La dyspnée aiguë est l'intitulé du cours d'aujourd'hui. Les objectifs du cours, c'est savoir diagnostiquer une dyspnée aiguë aux urgences, savoir identifier les situations d'urgence, c'est-à-dire identifier les signes de gravité qui vont imposer des décisions thérapeutiques immédiates, et s'aider d'un arbre diagnostique décisionnel qui permettra d'en planifier la prise en charge. Intérêt de la question, la dyspnée aiguë est un motif fréquent de consultation. Ces étiologies sont soit respiratoires ou extra-respiratoires. Le pronostic vital peut être mis en jeu, ainsi ne jamais banaliser ce symptôme, mais en rechercher les facteurs de gravité. La respiration normale, c'est une inspiration active et une expiration passive de durée plus longue. Au moment de l'inspiration, l'air entre dans les poumons, tandis qu'à l'expiration, l'air est expulsé des poumons. La dyspnée aiguë est une difficulté à respirer. Cette gêne respiratoire chez le sujet sain est considérée comme normale lorsqu'elle survient après un exercice physique plus ou moins intense. Elle demeure par contre anormale lorsqu'elle survient au repos ou pour un niveau réduit d'activité physique. En pratique, le terme de dyspnée, c'est deux composantes. Une composante subjective qui relève de la description du patient concernant sa gêne respiratoire, et d'autre part une composante objective qui est liée à l'examen clinique du médecin. Alors, vous avez la dyspnée aiguë qui est un phénomène récent qui apparaît brutalement et qui souvent s'aggrave rapidement. Et vous avez les dyspnées chroniques qui sont des phénomènes plus anciens qui apparaissent progressivement et qui s'aggravent en général lentement. Toujours est-il qu'on peut avoir un épisode de dyspnée aiguë sur un fond de dyspnée chronique. Les déterminants de la dyspnée, c'est d'abord la mise en jeu des afférences nerveuses via des récepteurs, comme les mécanorécepteurs qui sont sensibles aux modifications de la mécanique ventilatoire et aux chémorécepteurs qui sont sensibles au pH sanguin ou au contenu artériel en oxygène, lui-même dépendant du taux d'hémoglobine, de la saturation d'oxygène et du débit cardiaque. Comme le montre le schéma ci-dessous, les centres respiratoires du tronc cérébral commandent la ventilation via les muscles respiratoires suite à la stimulation des mécano- et chémorécepteurs. Aux urgences, il est impératif d'évaluer la gravité de la symptomatologie clinique d'un patient qui se présente avec une gêne respiratoire, comme je vous l'ai expliqué au début de cet exposé. Le but est de déterminer s'il ne s'agit pas d'une détresse respiratoire aiguë qui pourrait engager le pronostic vital. L'analyse sémiologique va porter sur la fréquence respiratoire. On parlera de tachypnée si la fréquence est supérieure à 25 et de bradypnée si la fréquence est inférieure à 15. La sémiologie portera sur la ventilation minute. On parlera de ponypnée lorsque la ventilation minute sera augmentée et d'hypopnée quand la ventilation minute sera diminuée. La ventilation minute étant le produit du volume courant, c'est-à-dire du volume inspiré par le patient, fois sa fréquence respiratoire. Alors l'analyse sémiologique de la dyspnée, c'est aussi se poser la question de savoir à quel moment survient la dyspnée. Est-ce en phase inspiratoire? Et à ce moment-là, c'est l'air qui ne rentre pas. C'est une dyspnée inspiratoire avec un allongement du temps inspiratoire. Par exemple, l'obstruction de la CRORL, quel qu'en soit le mécanisme. En phase expiratoire, il s'agira donc d'une dyspnée expiratoire. L'air inspiré ne sort pas. Il y a un allongement du temps expiratoire. L'exemple le plus classique étant l'asthme. Circonstances de survenue de la dyspnée. Il faut pouvoir répondre à 4 questions. Est-ce une dyspnée d'effort ou de repos, survenant chez un patient couché, debout ou assis? Quel est l'horaire de survenue de la dyspnée et existe-t-il des facteurs déclenchants? Circonstances de survenue de la dyspnée.
Alors, pour répondre à la question dyspnée d'effort ou de repos, on peut utiliser des échelles de dyspnée qui permettent de la quantifier. Celles du tableau suivant sont peu objectives, mais elles sont des moyens simples d'appréciation. Le nombre de marches effectuées, le nombre d'oreillers nécessaires pour soulager une dyspnée de décubitus, l'évaluation de la sensation de dyspnée, une réglette graduée où il y aurait à chaque extrémité soit pas d'essoufflement ou essoufflement maximal, et une évaluation des effets de la dyspnée sur les activités quotidiennes. Vous avez l'échelle NIA, c'est une classe fonctionnelle de la New York Heart Association, que vous devriez connaître, très utilisée en cardiologie, qui évalue le retentissement fonctionnel de l'activité physique. Classe 1, pas de limitation de l'activité physique. Classe 2, aucun symptôme au repos. Classe 3, aucun symptôme au repos, mais gêne au moindre effort. Et classe 4, gêne au moindre effort et au repos. Vous avez des dyspnées qui sont en fonction de la position des patients. Donc dans l'orthopnée, ce sont des dyspnées qui sont aggravées par la position couchée. Et en général, ce sont des dyspnées d'origine cardiaque. Et vous avez d'autres dyspnées qui sont aggravées par la position assise ou debout. Vous avez des dyspnées qui surviennent à certains moments de la journée, comme la nuit dans le cadre de l'asthme, mais aussi dans l'insuffisance cardiaque du fait de la position couchée durant la nuit. D'autre part, il faudra toujours rechercher des facteurs déclenchants, à type d'allergènes, des cartes thérapeutiques ou le tabac. Les signes associés à la dyspnée, donc à partir de l'auscultation pulmonaire, vous pouvez évaluer la qualité du murmure vésiculaire, s'il est normal ou augmenté, si symétrique ou non symétrique, s'il y a des bruits surajoutés. L'examen cardiovasculaire avec la fréquence cardiaque et la pression artérielle seront évalués, et il faudra rechercher des signes d'insuffisance cardiaque droite. D'autre part, il peut y avoir d'autres signes comme la fièvre, des signes cutanés, des arthralgies ou des troubles digestifs ou des troubles neurologiques. L'orientation étiologique sur le plan clinique à partir de l'auscultation pulmonaire. Vous avez des dyspnées aiguës avec anomalie auscultatoire, vous avez des dyspnées aiguës sans anomalie auscultatoire, et vous avez des troubles du rythme respiratoire spécifiques. Les dyspnées aiguës avec anomalie auscultatoire, il y a les dyspnées inspiratoires et les dyspnées avec râle sibilant. Donc dans les dyspnées inspiratoires, le mécanisme est un obstacle à la pénétration de l'air. Il y a une diminution de la fréquence respiratoire et des troubles de la phonation. L'origine, elle est laryngée ou trachéale haute, et la pathologie est variée. Peut-être tumorale, peut-être une réaction allergique, une pathologie infectieuse ou l'inhalation d'un corps étranger. Dans les dyspnées avec râle sibilant, la clinique, c'est les sibilants qui témoignent d'une limitation du débit aérien. La pathologie classique, c'est l'asthme, le BPCO et les cardiopathies gauches. Dyspnée aiguë avec anomalie auscultatoire. Donc des dyspnées aiguës avec râle crépitant, vous avez toute la pathologie cardiaque, la pathologie infectieuse, certaines vascularites. Dyspnée aiguë avec asymétrie, c'est plutôt des épanchements gazeux ou liquidiens, voire atelectasie aiguë par inhalation d'un corps étranger. Dyspnée sans anomalie auscultatoire, donc toutes les dyspnées d'origine cardiovasculaire, embolie pulmonaire, l'auscultation peut être normale, trouble du rythme cardiaque ou un épanchement péricardique aigu. Dyspnée d'origine métabolique, en général il n'y a pas d'anomalie, c'est le cas des anémies aiguës et les acidoses métaboliques. La dyspnée aiguë d'origine neurologique, les AVC et les neuropathies périphériques. Alors la dyspnée aiguë psychogène ne reste qu'un diagnostic d'élimination. Alors ce tableau montre qu'il faut faire attention, vous pouvez avoir une même pathologie avec deux types d'anomalies auscultatoires, comme pour le dep pulmonaire, où vous pouvez avoir des râles crépitants ou des râles sibilants. Et par ailleurs, l'absence d'anomalie auscultatoire et la possibilité d'une pathologie grave comme l'embolie pulmonaire. Alors, l'orientation diagnostique en présence d'une dyspnée sifflante. Vous avez des sifflements inspiratoires ou stridores et les sifflements expiratoires
Dans le sifflement inspiratoire stridor, en général, ça relève de la pathologie ORL, avec l'obstruction des voies aériennes supérieures. Et dans le sifflement expiratoire, vous pouvez avoir soit une pathologie cardiaque, soit une pathologie bronchopulmonaire. Toujours est-il que c'est le contexte, l'âge et les circonstances qui vous permettront de vous orienter dans le diagnostic étiologique. Les troubles du rythme respiratoire spécifiques. Alors la dyspnée de Kussmaul, qui est souvent liée à un trouble métabolique grave comme l'acidose, elle comporte 4 temps: une inspiration profonde, une pause respiratoire, une expiration profonde, puis une pause. Donc c'est très, très rythmé. La dyspnée de Chely-Stokes, elle est anarchique et elle est l'apanage des affections neurologiques et cardiaques graves. Évaluation de la gravité. Toute dyspnée aiguë est une extrême urgence diagnostique et thérapeutique. Elle s'envisagera de façon différente selon le tableau clinique et la gravité de la dyspnée aiguë sur le patient est évaluée tout en démarrant l'oxygénothérapie. Les signes cliniques de gravité en présence d'une dyspnée peuvent être cardiovasculaires avec un état de choc, des troubles du rythme et des signes cliniques évoquant une phlébite. Sur le plan respiratoire, ce peut être des douleurs thoraciques, une cyanose et une anomalie à l'auscultation pulmonaire. Sur le plan neurologique, les troubles de la conscience et un contexte infectieux représenté essentiellement par la fièvre. Les manifestations cliniques d'hypoxie et d'hypercapnie, alors ce qui les relie toutes les deux, c'est troubles de la conscience. Donc c'est des patients qui à un moment donné de l'évolution de la dyspnée vont avoir des troubles de la conscience. Chez le patient hypoxique, on parle plus de cyanose. Chez l'hypercapnique, on a plus l'impression qu'il est rouge de par la vasodilatation cutanée. Chez un patient dyspnéique, il est essentiel d'évaluer l'état de conscience. Le coma peut être la cause ou la conséquence d'une insuffisance respiratoire aiguë. Les troubles ventilatoires secondaires à un encombrement bronchique, à une chute de la langue ou à des troubles de la déglutition imposeront probablement que le patient soit intubé et mis sous ventilation mécanique. Quels sont les examens complémentaires à faire aux urgences? Ils ne sont pas nombreux, il y en a 4. La radio, thoracique de face, l'ECG, la gazométrie et les biomarqueurs. Concernant la radiographie pulmonaire, on peut trouver des images de cardiomégalie, d'OAP avec de multiples opacités, un pneumothorax, mais vous pouvez avoir un V-thorax normal ou de mauvaise qualité, ce qui suppose qu'il sera ininterprétable. Le CG va surtout rechercher des troubles du rythme ou un IDM et constitue surtout la recherche étiologique de la dyspnée aiguë. Les gaz du sang vont révéler le niveau d'hypoxie, d'hypocapnie ou d'hypercapnie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un patient dyspnéique, il hyperventile au départ et devient hypocapnique. L'hypercapnie se révélant de manière plus tardive. Cependant, chez un patient présentant déjà une hypercapnie chronique, comme chez le BPCO, il est bien évident qu'on peut retrouver dans ces gaz du sang, au départ, une petite diminution d'hypercapnie. On peut même le trouver en normocapnie. Donc c'est le contexte qui vous fera interpréter correctement les gaz du sang. Alors ce marqueur biologique est intéressant à demander aux urgences. C'est le taux de BNP dans le sang qui permet de distinguer une dyspnée d'origine cardiaque des autres étiologies. Cependant, la confirmation par échographie doit rester nécessaire. Cet algorithme permet, en fonction des résultats de ce biomarqueur sanguin, de savoir si vous êtes en face d'un patient qui ne fait pas d'insuffisance cardiaque, ou si vous êtes face à un patient qui est en train de faire une insuffisance cardiaque. Cependant, il y a des valeurs intermédiaires qui ne vous permettent pas de trancher et l'échocardiographie reste à ce moment-là essentielle. Alors, il y a d'autres enzymes cardiaques qui peuvent
être très utile au diagnostic d'infarctus du myocarde, mais l'augmentation de l'orthosérique peut être retardée dans leur interprétation, doit tenir compte de l'intervalle de temps entre le moment où il a été admis, le moment où a été admis le patient et le moment où vous faites le prélèvement. Les dosages des dimères, un test négatif écarte a priori une maladie thromboembolique. Alors, recherchez une étiologie indiquant un geste extrêmement urgent. Donc, lorsque vous avez un patient qui présente une dyspnée aiguë, il faut pouvoir éliminer un OAP, une embolie pulmonaire, un pneumothorax, une crise d'asthme ou un état de mal asthmatique, une pneumopathie ou un corps étranger dans les voies aériennes. Le pneumothorax peut être responsable d'une détresse respiratoire sévère. Le diagnostic est clinique. C'est une dyspnée avec une distension thoracique, un tympanisme à l'auscultation, avec diminution ou involution du murmure vésiculaire. Lorsque l'hémodynamique est satisfaisante, il est possible de faire une radio du thorax pour pouvoir drainer en toute sécurité. Mais si vous êtes en phase d'un état de choc, le diagnostic reste clinique et le drainage thoracique s'impose en urgence. Les corps étrangers des voies aériennes supérieures, il faut extraire le corps étranger, donc ça a l'air simple, donc oxygéner. On peut avoir besoin d'un bloc opératoire, d'utiliser un fibroscope, voire intuber ou trachéotomiser le malade. Vous avez d'autres causes de dyspnée inspiratoire en dehors des corps étrangers des voies aériennes supérieures. Donc l'examen ORL précisera s'il s'agit de tumeurs, d'œdème laryngé ou d'épiglotite, et les traitements seront adaptés en fonction de la cause. Concernant l'asthme, qui est une dyspnée expiratoire, on fera une évaluation de la crise en fonction de la clinique, du DEP et de la SPO2. De manière, en fonction de cette évaluation, pouvoir proposer soit des bêta-mémétiques seuls, soit des bêta-mémétiques à forte dose avec une corticothérapie orale, soit un traitement de bêta-mémétiques à forte dose avec une option d'hospitalisation par transport médicalisé, de manière à lui proposer une oxygénothérapie, des bêta-mimétiques nébulisés toutes les 20 minutes ou en continu, et une corticothérapie orale ou IV. Autre cause de dyspnée expiratoire, la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est en train de devenir la troisième cause de mortalité dans le monde, et qui est représentée par les emphysèmes, l'asthme à dyspnée continue, les dilatations des bronches et la mucoviscidose. Le traitement est à peu près identique, l'oxygénothérapie, les aérosols, bronchodilatateurs, la kinésithérapie, drainage de posture et une antibiothérapie est parfois nécessaire. Les dyspnées inspiratoires et expiratoires ont pour origine une pathologie cardiaque comme l'OAP ou une origine infectieuse, les pneumopathies. Alors, concernant l'OAP, ce sont des patients qui ne supportent pas d'être allongés, ils se sentent mieux en position demi-assise, donc on devra respecter la posture, proposer une oxygénothérapie à forte dose, des diurétiques et des vasodilatateurs nitrés qu'il faudra adapter en fonction de la pression artérielle. L'antibiothérapie peut être nécessaire en cas de surinfection bronchique. Concernant les pneumopathies, on retrouve souvent un contexte infectieux, on peut avoir des expectorations importantes, et l'auscultation sont des râles crépitants. La même chose, oxygénothérapie, les aérosols, l'antibiothérapie et la kinésithérapie. À propos de l'oxygénothérapie, elle doit être précoce et continue avant d'attendre les résultats du gaz du sang. Elle peut se faire par voie nasale, au masque ou par ventilation artificielle. Le but est de corriger l'hypoxémie, qui reste une priorité absolue. On surveillera cette oxygénothérapie par des éléments cliniques comme la fréquence respiratoire, l'absence ou la présence de cyanose et le niveau d'état de conscience. Parmi le monitorage de surveillance, il y aura l'ECG et la SPO2 et on pourra faire des gaz du sang répétés. Une petite remarque,
Le transport des patients dyspnéiques se fait toujours sous oxygène, c'est une priorité. À propos de la ventilation artificielle, le recours à la ventilation mécanique doit se faire sur des signes cliniques sans attendre les résultats des gaz du sang. Quelles en sont les indications? Donc, l'apnée, les signes d'épuisement respiratoire, un état de choc, une altération de l'état de conscience, une acidose sévère et l'absence d'amélioration sous traitement médical avec aggravation clinique et ou gazométrique. Remarque, se méfier des tableaux mixtes. Ce sont des patients qui sont à la fois cardiopathes et qui présentent aussi une pathologie bronchopulmonaire chronique. Alors, le tableau clinique est le suivant, ce sont des patients d'âge mûr qui sont essoufflés de façon chronique et qui viennent chez vous, c'est le sentiment que ça s'est aggravé. Le diagnostic d'embolie pulmonaire n'est pas facile, il doit cependant rester présent à l'esprit du médecin chez tous les patients cardiopathes ou qui présentent une affection bronchopulmonaire chronique. À distance d'un postpartum ou en post-opératoire, une thrombose veineuse périphérique peut exister et c'est un argument de poids en faveur d'une embolie pulmonaire. Pour conclure, il faut savoir qu'un patient en dyspnée aiguë doit être obligatoirement hospitalisé pour monitorage et surveillance des paramètres vitaux. 3 situations peuvent se présenter, soit la grande détresse respiratoire voire circulatoire, soit la dyspnée sévère mais sans arrêt circulatoire, ou la simple gêne ventilatoire qui, elle, vous permet de faire certains examens paracliniques pour compléter votre interrogatoire et votre examen clinique. La dyspnée peut être définie donc comme une sensation de respiration difficile ou laborieuse. Les dyspnées d'installation aiguë sont une des principales causes de consultation d'urgence. La préoccupation du médecin, c'est reconnaître les urgences majeures respiratoires, cardiovasculaires ou métaboliques qui nécessitent une hospitalisation et la mise en route des traitements urgents. Chez un sujet présentant une dyspnée aiguë, les données de l'examen clinique et des examens complémentaires simples permettent dans la majorité des cas d'identifier la cause de la dyspnée et d'orienter la démarche thérapeutique. Je vous remercie.